Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sensation Normandie pour votre mag immobilier du vendredi. Pensez-vous que votre pension de retraite sera suffisante? Aurez-vous besoin d'un complément de retraite? Ces questions préoccupent de plus en plus de Français. Pour répondre à ces interrogations, nous parlerons de l'investissement locatif. Cela consiste à acheter un logement pour le louer afin de percevoir des revenus complémentaires pour la retraite, se constituer un patrimoine et protéger sa famille. L'investissement peut être optimisé grâce à des avantages fiscaux qui réduisent l'impôt sur le revenu. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir. Investissement locatif, les règles pour réussir. Comment on s'y prend, Jacques, quand vous avez un client qui rentre dans votre agence et qui vous dit « Moi, je veux faire de l'investissement locatif ». Alors, il y a, on va dire, 3 grandes règles. La première, c'est de savoir ce qu'il attend de son investissement locatif, s'il attend une rentabilité ou si c'est un placement patrimonial. La deuxième, c'est de voir un petit peu où il en est avec sa résidence principale et ses possibilités d'investissement. Et la troisième règle pour le logement en lui-même, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Alors, ça, c'est pour l'agent immobilier. Maintenant, notre courtier en prêt immobilier, sur le plan montage financier, fiscal, comment on s'y prend quand vous avez un client qui vous arrive? On se pose exactement les mêmes questions que l'agent immobilier. C'est savoir où on en est de la résidence principale, quelle partie nous reste au niveau du budget pour faire un investissement locatif, quel est le but de l'investissement locatif. Est-ce qu'il veut être rentable maintenant? Est-ce que c'est un placement pour sa retraite, pour ses enfants, est-ce qu'il y a un montage de SCI à faire? Voilà, c'est toute une découverte vraiment de l'envie et du besoin du client. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un dispositif, ce qu'on appelle le dispositif Pinel, pour l'investissement locatif. C'est connu ça, Jacques? Alors, c'est très connu, ça a même beaucoup de succès, hein. C'est une des nombreuses lois de défiscalisation qui existent depuis la loi Malraux, si on remonte à plus de 30 ans. Le dispositif Pinel permet d'acheter sur plan et de défiscaliser une grande partie de ses impôts. Voilà, en fait, on achète un produit financier quand on achète du Pinel. Par contre, attention, il y a des pièges à éviter. Faut-il être éligible? Il faut être éligible. On va dire qu'à partir de 3 000 € d'impôt, on est éligible. Donc, dans certaines zones, forcément, c'est compliqué. Dans d'autres zones, on n'a pas de souci particulier. Mais encore une fois, une des règles fondamentales, comme pour l'investissement dans l'ancien, sur le Pinel, c'est l'emplacement. L'emplacement. Xavier, est-ce qu'il y a, avec le dispositif Pinel, des règles à respecter au point de vue nombre d'années de location, par exemple? Oui, il y a des durées de location, c'est 6, 9 ou 12 ans. Pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt, il faut absolument que votre bien soit loué à un locataire qui ne dépasse pas aussi un plafond de revenus. Il faut le louer, il faut trouver le bon locataire, il faut vraiment que le bien soit situé sur un secteur très demandé. Souvent, quand on achète du Pinel, comme il y a une économie d'impôt, le constructeur qui fait le programme, il sait très bien à qui il va le vendre et il a tendance parfois à surcoter un peu le bien aussi. C'est ça. Ne pas voir que l'économie d'impôt. Non, surtout pas. Surtout pas voir que l'économie d'impôt. Je rappelle, vous avez dit 1, l'emplacement, 2, l'emplacement, 3, l'emplacement. Exactement. Est-ce qu'il y a des locataires qui vont venir derrière? Et est-ce que ces locataires, eux aussi, doivent répondre à certaines règles? Oui, c'est les plafonds du prépass et du prêt à taux zéro. C'est les mêmes plafonds quasiment pour toutes les aides d'État, on va dire, pour du primo-accédant ou ce genre de choses. Le Pinel est réservé quand même à la zone B1 et la zone A au niveau de la construction. Donc, ça limite, si vous voulez faire du Pinel à Bernay, c'est compliqué. D'un autre côté, faire du Pinel à Nanterre ou à Gisors, évidemment, la demande locative en face ne sera pas la même. Alors, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Effectivement, sur la région de Bernay, on a droit au Pinel également, Jacques? On peut avoir droit au Pinel sur la région de Bernay. Maintenant, pour un investisseur, ça ne présente aucun intérêt. Voilà, c'est ça. Uniquement pour retirer des impôts, mais il faut avoir le bon locataire. Et Maintenant, c'est si vous investissez à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes ou ailleurs, c'est éligible, ces grandes villes, ces grandes métropoles? Oui. La plupart des grandes villes sont éligibles. Donc là, il faut foncer, quoi. Dans ces villes-là, il faut foncer, non? Il y a aussi des grandes villes sinistrées. Si vous êtes à 80 km de Toulouse, oui. Allez sur le marché de l'immobilier à Saint-Étienne, vous avez le droit de faire du Pinel à Saint-Étienne. Vous avez 4 logements à louer sur 5. C'est peut-être pas forcément le meilleur emplacement non plus? Non, c'est pour ça que les grandes villes, oui, ça peut être, c'est sûr, c'est un indice, une grande ville, mais il y a aussi des secteurs à éviter, même dans les grandes villes. Alors,
comment on peut acheter un bien immobilier en tant qu'investisseur? Il y a plusieurs manières. On l'achète en propre, en SCI, en SCPI, en indivision. Expliquez-nous un petit peu, Jacques, vous qui êtes agent immobilier, quelles sont les différences? Voilà. Alors encore une fois, je vais être assez bref parce que sinon on pourrait passer des émissions complètes sur les SCI, SCP en nom propre. Ça va dépendre de l'objectif patrimonial de l'achat du bien. Est-ce qu'on veut en acheter plusieurs? Est-ce qu'on veut monter des sociétés? Est-ce que l'on veut ne jamais revendre les biens pour qu'à terme ça devienne des sociétés où les enfants peuvent être salariés? Tout ça, c'est un point à faire avec la personne qui va vouloir commencer son investissement locatif. Mais au départ, il faut bien préparer son tout premier investissement qui après pourra conditionner l'évolution de différentes façons. Un investissement familial, Xavier, vous conseillez quoi? Un investissement vraiment familial entre parents et enfants. Parents-enfants. Parents-enfants, je conseille la SCI. La SCI familiale. Il faut vraiment que ça soit familial. Pour moi, en tant que courtier, après en agent immobilier, je pense que c'est une vision un peu différente. La SCI ne sert qu'à la transmission de C'est patrimoine. ça, c'est la transmission de patrimoine. C'est uniquement à ça. Exactement. Tout le reste, c'est anecdotique. J'ai un ami qui me dit, je veux acheter un bien immobilier destiné à la location avec toi. Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Quelle est la formule? Excepté la SCI, il y en a d'autres peut-être? Deux personnes peuvent acheter un bien Vous pouvez acheter en immobilier? indivision sans problème. Ça s'appelle de l'indivision. Exactement. Donc en fonction de quoi, en fait, on est propriétaire? En fonction des apports? En fonction de... Il y a une partie, ça dépend des apports, mais même sans apport, quand vous achetez à deux, vous êtes propriétaire à 50-50, comme d'une entreprise, tout simplement, sauf que ce n'est pas une entreprise, c'est un bien immobilier. Vous pouvez acheter avec votre concubin, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes rien légalement l'un pour l'autre, vous pouvez acheter ensemble, vous pouvez acheter avec votre parent, avec votre frère, avec un copain. Il n'y a aucune différence. Et vous êtes propriétaire à hauteur du montant que vous avez investi. Vaut-il mieux acheter un parking, une chambre de bonne, une construction neuve? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous avez à proposer à vos clients, Jacques? Ça dépend de l'emplacement géographique que vous achetez. Si vous achetez un parking à Paris, c'est hyper rentable et très peu de gestion à faire. Oui. Un parking à Bernay, c'est pas le meilleur placement du monde. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier des grandes villes en parking, puisque j'ai cru comprendre que le gouvernement voulait sortir toutes ces voitures des grandes métropoles? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un risque à terme? Peut-être à terme, ça je ne peux pas vous dire. Peut-être, oui, effectivement, qu'à terme il y aura un risque sur les parkings, mais bon, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps. On va demander à la direction s'il nous reste un peu de temps. Oui, il nous reste un petit peu de temps. Les chambres de bonne, vulgairement, la chambre de bonne, c'est quoi une chambre de bonne, Xavier? Bon, la chambre de bonne, souvent, c'est des toutes petites surfaces, des studios aux derniers étages, sous les toits. Sans ascenseur? Sans ascenseur, sans aucun confort. La différence entre un investissement dans une chambre de bonne et un parking, je dirais, c'est en cas de loyer impayé. Un parking, c'est pas habitable. Vous pouvez expulser quasiment tout le temps. Une chambre de bonne, ça reste un domicile. Donc, si jamais vous avez des problèmes pour percevoir le loyer, il y a toutes les procédures à mettre en place et c'est très long. Est-ce que vous avez des clients qui viennent vous voir pour faire de l'investissement locatif en passant par de la construction neuve? Oui, mais il y en a très très peu. Pourquoi? Il y en a très très peu. C'est qu'on n'a pas beaucoup de programmes en construction neuve réellement. Il faut vraiment que l'investisseur cherche par lui-même le terrain. Souvent, comme disait Jacques tout à l'heure, l'emplacement, c'est vraiment la première des choses à regarder. Et des terrains disponibles pour faire de la construction aux meilleurs emplacements, c'est très très rare. Il n'y en a pas des quantités non plus. Non. Alors, deux mots simplement, messieurs, puisque j'ai cru voir aussi qu'il y avait une défiscalisation qui s'appelait la loi Bouvard. C'est quoi ça, la loi Bouvard? Il nous reste 30 secondes. 30 secondes chacun, messieurs. Alors, c'est la loi Bouvard, ça concerne la défiscalisation pour les meublés. Donc la fiscalité sur un meublé et un non meublé, pour rentrer dans la technique sur un bail loi 89 ou pas, va être complètement différente. Sur un meublé, on peut avoir jusqu'à 50% d'abattement que l'on n'a pas forcément, que l'on n'a pas sur un non meublé. Après, le reste, ça dépend encore une fois de ce que veut faire l'investisseur. Vous en faites de ça du Bouvard, Xavier? Non, absolument pas. On n'a pas eu de demande sur ce produit-là. Après, on peut faire, dans le sens où ça reste un investissement locatif, un montage standard. Pour moi, ça ne change pas grand-chose au niveau du financement lui-même. Après, je pense qu'il faut être plus vigilant sur les revenus locatifs d'un Bouvard, dans le sens où il doit y avoir plus de turnover aussi.
Messieurs, je suis désolé, il n'y a plus de temps. Je vais vous remercier d'avoir accepté l'invitation. Merci. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission sur l'immobilier. Alors, émission spéciale parce que nous parlerons du calcul du taux d'endettement pour un prêt immobilier locatif, c'est-à-dire de ce qu'on vient de parler, l'émission qu'on vient de voir, et comment calculer la rentabilité brute d'un bien immobilier. Je vous souhaite une très très belle soirée en écoutant Radio Sensation.